la partie de la TPE, c'est plus de la moitié de l'emploi dans le pays, c'est plus de la moitié du recouvrement de l'impôt, de la richesse du pays. Et moi, je pense que la petite entreprise contribue largement, qu'elle contribue au maximum de ce qu'elle peut contribuer, parce qu'aujourd'hui, on la sait en difficulté dans un contexte de crise, et il ne faut pas voir dans les petits entrepreneurs des fraudeurs ou des personnes qui cherchent à éluder l'impôt. Par contre, si on parle de redressement et si on parle de sécurité fiscale, ce n'est pas notre propos, ce n'est pas notre public, mais intéressons-nous à la grande entreprise. Parlons de ceux qui n'ont ni expert comptable parce qu'ils n'ont pas d'obligation, ni centre de gestion pour faire des contrôles préalables. Où est la fraude fiscale dans ce pays? Qui pratique la fraude fiscale? Est-ce que ce sont les petits qui sont plutôt étranglés qu'autre chose, ou les grandes entreprises qui ont des conseillers fiscaux qui leur font faire des montages que nous savons tous scabreux, pardon. Donc moi, voilà le vrai débat aujourd'hui sur la sécurité fiscale, et je suis convaincu que la petite entreprise contribue largement à l'impôt dans le pays. Jean-Pierre, je vois l'heure qui tourne. Est-ce que je peux t'aider? Il y a un sujet dont j'aimerais parler. Ah ben oui, non, mais simplement, tout à l'heure, j'ai cru que, Philippe, tu avais traité d'abord de la question qui devait être posée concernant les relations entre les experts comptables et les centres de gestion, comme tu avais déjà largement exposé. Mais je crois que c'est un sujet que tu souhaites encore traiter, approfondir, sur le rôle des institutions. Parlons de sécurité fiscale. Moi, il y a un sujet que je voudrais aborder parce qu'il nous préoccupe tous. Et le propos n'est pas dirigé à Mme Angaz, pas du tout. Je ne voudrais pas que vous ayez un mauvais souvenir de La Rochelle et que vous soyez repartiez avec cette accusation de responsable et coupable dont vous avez été tout à l'heure. Moi, je ne suis pas responsable et coupable. J'écoute et j'observe, c'est tout. Alors moi, je voudrais exprimer un propos qui ne s'adresse pas à l'administration fiscale, mais plus aux législateurs, donc vous n'y êtes pour rien, mais vous pourrez rapporter le propos, rapporter un mot du terrain. Si on parle de sécurité fiscale, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler de la rétroactivité des mesures fiscales. Là est le problème des entreprises aujourd'hui sur les mesures qui sont prises. Les chefs d'entreprise ont besoin de savoir quelle sera leur contribution fiscale et leur conseiller avec eux. Et là, je témoigne en qualité de chef d'entreprise, d'expert comptable. Nous ne savons que dire sur certains sujets parce que nous savons qu'ils sont en cours et qu'ils vont être rétroactifs au 1er janvier. Je prends mon cabinet aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous allons sortir les bulletins de salaire du mois de décembre si la rétroactivité sur les articles 83 s'applique. Parce qu'il faudra l'avoir fait avant le 31 décembre et qu'un bulletin de salaire, ça ne se sort pas le 31 décembre dans un cabinet, ça s'organise un petit peu à l'avance. Donc c'est un exemple, c'est une image, mais cette mesure de rétroactivité des lois fiscales est insupportable. Il faut mettre un terme à cette pratique. Nous le disons, nous, en tant qu'institution, en tant que Conseil supérieur de l'ordre, nous l'avons exprimé à plusieurs reprises. Ça fait partie des quelques mesures que nous avons exprimées à l'Élysée quand nous avons été invités au mois de mai à faire des propositions simples. Voilà, la règle, elle est simple. Prévenez-nous à l'avance, au contraire, que nous sachions la règle. Et nous serons ravis d'y participer et encore une fois, de payer l'impôt. Quand la loi de finances 2013 nous annonce les taux de TVA de 2014, c'est très bien. Ça nous laisse un temps pour nous organiser au niveau de tout, des logiciels, des stratégies, etc. Donc des mesures fiscales anticipées sont toujours... bon, je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes, mais en tout cas, elles sont constructives parce que ça permet de s'organiser. Mais une mesure fiscale rétroactive, c'est insupportable. Pauvre Christine, vous n'êtes pour rien. Non, je comprends votre difficulté. Il faut aussi comprendre les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. La rétroactivité, c'est peut-être pas non plus... vous voyez, c'est... Voilà, alors maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne me sens pas concernée. Hein. Je prends note de ce que vous dites, mais je pense que vous avez porté la parole sans m'attendre. Donc, je pense que je la relayerai, mais je sais que vous l'avez fait avant moi. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on le disait, un contexte très compliqué. Et comme je le disais, la fiscalité, c'est un instrument de politique économique. Voilà. Oui, il faut atténuer. Je vais un petit peu vous défendre. D'ailleurs, je le disais indirectement tout à l'heure. Je plaignais vos assistants des centres. Je les plaignais parce qu'ils ont une obligation de réactivité dans l'application de la loi fiscale qui est quand même assez courte.
parce que les experts comptables font valoir leurs difficultés, les centres font valoir leurs difficultés, mais aussi l'administration. Les trois parties sont strictement dans la même situation au regard des conditions d'application de la loi fiscale quand celle-ci a été votée. Donc, il faut faire une déclaration au mois de mai sur des textes qui ont été publiés en décembre, quelquefois. Il faut admettre que ça peut être difficile. Évidemment, l'administration, elle reçoit les déclarations et l'expert comptable et le centre le fait en amont. C'est encore plus court, je vous l'accorde. Mais quand même, il ne faut pas, en même temps, quand on a dit ça, dire que tout se passe sur la suppression de la rétroactivité. Il y a beaucoup de cas, excusez-moi de le dire, mais qui ne sont jamais contestés quand c'est une rétroactivité qui profite aux contribuables. Et dans beaucoup de situations, elle profite aux contribuables. Vous voulez que je vous en donne 2 ou 3 exemples pour voir que vous... Par exemple, on va voter dans la loi de finances pour l'année prochaine des dispositions concernant le régime des plus-values des particuliers sur valeur mobilière. Qui vont s'appliquer aux plus-values réalisées en 2013. Mais dans tous les cas de figure, l'imposition sera moins élevée que celle qui était prévue l'année dernière. Est-ce que quelqu'un va critiquer la rétroactivité? On a appliqué au 1er septembre 2013 le régime des plus immobilières sans base légale, sans que le texte n'ait jamais été appliqué, mais dans des conditions qui sont plus favorables à ce qui était prévu dans la loi de finances l'année dernière. Est-ce que quelqu'un l'a critiqué, la rétroactivité? Je me souviens d'avoir assisté à un débat au Sénat avec un directeur de législation fiscale, je crois que c'était Le Floch-le-Poutin, ça fait bien longtemps, pour confirmer les propos de Philippe. Eh bien, il avait fait des statistiques, et il avait démontré qu'il y avait 80% de lois rétroactives qui étaient favorables aux contribuables. Simplement, il y avait 20% qui étaient défavorables. Et on ne pense qu'à celles qui sont défavorables. Il faut se méfier. J'entends mettre dans la Constitution l'interdiction de la rétroactivité. Si tel avait été le cas, les 2 exemples que je viens de vous donner n'auraient pas pu être régularisés. Et je peux encore en trouver davantage. Donc il faut être extrêmement... On a, par exemple, sur le taux réduit de TVA, vous savez qu'il était prévu que du 5% et que ça demeure à 5,5%. Eh bien, on n'aurait pas pu le faire sur cela. On avait on a modifié quelques taux, quelques activités. On ne pourrait pas le faire si c'était dans la Constitution. Vous savez, je ne suis pas favorable à être trop rigoureux parce que ça empêche la souplesse, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce sont des instruments de politique économique et sociale. Et quand on se lie trop les mains, on risque de ne pas pouvoir intervenir rapidement. Vous avez d'ailleurs dans la loi de finances une mesure qui m'a d'ailleurs un peu surprise, mais enfin quand même, qui dit il risque d'y avoir de la fraude à la TVA sur certains secteurs qu'on n'a pas encore bien décelés. Eh bien, on a pris une disposition pour permettre à l'administration de pouvoir créer de l'autoliquidation de la TVA dans des secteurs dont il apparaîtrait qu'ils fraudent. Donc c'est quand même du bon sens, et on ne sait pas aujourd'hui, peut-être qu'on va découvrir dans 6 mois qu'il y a un secteur parfaitement fraudeur, au sens profond, eh bien on l'a anticipé. Moi, je pense que dans la gestion publique, il faut de la souplesse. Franchement, c'est pour ça que je ne suis pas en total accord. Par contre, revenir sur des points principaux, je comprends qu'il ne faille pas d'une rétroactivité excessive, mais il y a des moments où il faut des capacités d'adaptation, sinon on se lie un petit peu les mains. Mais on s'était un peu éloigné de notre sujet. Notre sujet, c'était la sécurité dans les centres. On en a quand même bien exposé. Je crois que chacun d'entre vous est quand même désormais convaincu que s'il est adhérent dans un centre de gestion agréé et qu'il supporte les contrôles en amont, il a quand même beaucoup moins de risques de subir des contrôles ultérieurs, avec pas de subir, puisque évidemment ce n'est pas une garantie de non-contrôle, j'ai bien compris Christine, mais en même temps, les conséquences d'un contrôle sont sans doute, sauf cas particulier, toujours bien moindres que s'il n'y avait pas d'adhésion au centre
de gestion. Mais c'est normal, c'est le contraire qui serait anormal. Si le centre n'apportait pas de garantie, ce serait anormal. Et j'espère que les adhérents sont convaincus. Peut-être tout à l'heure, Hervé, vous nous le confirmerez. Moi, j'avais juste une petite question, mais là encore, peut-être on n'a pas encore le recul. Mais sur l'affaire des conditions d'application du fameux délai de reprise de 2 ans, j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques difficultés pour savoir si on contrôlait 3 ans ou 2, etc. Donc, en fait, est-ce que ces questions-là sont bien réglées? Elles sont réglées, je pense. C'est vrai qu'au départ, il y avait eu la loi avait été prise, et c'est vrai, parfois, on travaille vite. Monsieur Cheba, je me souviens, me regarde, et c'est vrai qu'à l'époque, on avait travaillé un peu dans l'urgence. Et c'est vrai qu'après, lorsque le texte a été écrit, comme tout texte, il est sujet à interprétation, c'est-à-dire que chacun en fait la lecture avec son prisme, avec sa casquette. Donc l'administration faisait une lecture du texte avec sa casquette d'administration, et puis les centres de gestion faisaient leur lecture du texte avec la casquette centre de gestion. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de débats sur la façon dont il fallait comprendre la réduction du délai de reprise. Bon. À l'époque, il y avait même eu un amendement de clarification, je crois que c'était il y a 3 ans de mémoire, si je le resitue à 3 ans en arrière. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions d'application du texte sont claires. Cela étant, maintenant, on est rentré dans le dispositif. Et c'est quand on fait vivre un dispositif que l'on voit les difficultés qu'il peut soulever. Donc, moi, je n'ai pas d'informations précises de mes collègues du contrôle fiscal, mais c'est clair qu'il peut y avoir des questions de part et d'autre, et ces questions seront clarifiées. Puis il y aura sûrement du contentieux, parce que c'est normal, parce qu'il y a toujours du contentieux sur ces problématiques-là. Et le Conseil d'État sera peut-être amené à clarifier les points qui restent à clarifier. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans un rythme de croisière et on verra comment tout ça va évoluer. Oui, et alors, puisqu'on entre un petit peu dans le détail, on peut... le fameux compte-rendu de mission qui doit être transmis à l'administration, c'est une condition. Alors tout à fait, bien évidemment. La réduction du délai de reprise n'est pas mécanique ou automatique. Il faut qu'évidemment il y ait déjà le compte-rendu de mission, ça c'est la première chose, et il faut que lorsque le contrôle est réalisé, on ne décèle pas des anomalies qui seraient de nature à l'application de pénalités autres que l'intérêt de retard. Voilà. Donc il est clair que sur un dossier, on va dire, c'est rarissime, un dossier où il y aurait des manquements délibérés, par exemple, eh bien là, évidemment, la réduction du délai de reprise ne s'appliquerait pas. Voilà. Oui, mais ça, c'est une première réponse. Mais il y avait une autre question. Si j'ai bien lu les textes, il faut que l'administration ait reçu les comptes rendus de mission pour que les dispositifs favorables puissent être applicables. Deux conditions. Voilà. Le compte rendu de mission, qui doit être adressé à l'administration fiscale, dans les délais, bien sûr, et puis la non-application de pénalités autres que l'intérêt de retard. C'est-à-dire l'intérêt de retard, c'est l'application du prix du temps. C'est le prix du temps. Voilà. Et si le centre de gestion a pris du retard dans l'envoi du compte rendu de mission et qu'en conséquence l'adhérent subirait une conséquence, qu'est-ce qui se passerait? S'il y avait vraiment du retard ou si le compte-rendu de mission n'était pas envoyé... Spécifiquement au centre. Oui, dû spécifiquement au centre, évidemment, là, on pourrait considérer que les conditions ne sont pas remplies. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que lorsque le dispositif a été mis en place en 2010, nous avons bien évidemment intégré les problématiques que tout ça posait aux centres de gestion agréés, aux organismes agréés de façon générale, parce qu'on parle des centres de gestion, mais les associations agréées étaient également... soumis aux mêmes difficultés. Donc nous avions dit que les 2 premières années, il fallait se mettre en situation de faire, parce que c'est clair que là aussi, il y avait eu quelques hésitations, donc compte tenu des hésitations sur l'interprétation des textes, l'instruction avait mis un peu de temps à sortir, et nous avions dit, les 2 premières années, il faut que les centres se mettent en situation de pouvoir faire, parce qu'il y avait, au-delà des aspects juridiques, il y avait des aspects très pratiques, et notamment des aspects informatiques. Voilà. Mettre au point les applications informatiques qui vont bien. Voilà. Aujourd'hui, on est rentré dans un rythme de croisière. Et moi, je n'ai pas connaissance, vous me le confirmerez, Madame Compagnie, de difficultés particulières pour les campagnes de compte-rendu de mission. Voilà. Au début, un peu compliqué, un peu dur, et c'est normal, c'était une nouvelle mission, donc il a fallu que vous vous adaptiez. Et encore une fois, vous avez fait, là aussi, on a vu vos qualités d'adaptation.
Je ne le dis pas parce que je suis sur une table ronde, mais je le dis parce qu'on l'a vu. On a vu que ça n'a pas été simple au départ. Et en particulier pour la TVA papier. Pour la TVA papier, le texte était ce qu'il était, ça n'a pas été simple, mais tout le monde s'y est mis. Ouais. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Donc on fera un bilan dans quelques temps, peut-être en 2014, mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et on ne me remonte pas de difficultés. Bon, après, il y avait eu effectivement la problématique de l'envoi du compte-rendu de mission par voie dématérialisée. Il y avait eu quelques difficultés. Mais bon, voilà, aujourd'hui, tout ça Tout est aplani. Voilà. Mais c'était normal. Moi, au début, quand j'allais dans les congrès, je voyais des représentants des centres de gestion très inquiets, parce que c'est normal. Toute nouvelle mission est inquiétante. Il faut s'adapter. Mais moi, j'avais dit, je suis sûre que vous y arriverez. Et c'est ce qui s'est passé. Vous y êtes arrivés. Non pas sans difficulté, mais vous y êtes arrivés. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Très bien. Est-ce que, Hervé, après tout ce que l'on vient d'entendre, vous vous sentez en tant qu'adhérent sécurisé lorsque votre déclaration est partie à l'administration en disant bon, l'administration peut venir faire un contrôle, au fond, je ne risque pas grand-chose? Oui, c'est ce que je disais au début, c'est une motivation fondamentale de l'adhésion des adhérents au centre, c'est cette fameuse sécurité. Ce que je voudrais, c'est rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit le professeur tout à l'heure, et qui paraît un point important, c'est qu'il y a toute une population qui n'a pas de contrôle préalable, cette population qui n'adhère pas au centre, qui n'a pas de commissaire aux comptes, et qui me semblerait être dans l'avenir un vivier naturel pour le développement ou du moins le maintien des centres de gestion. On a là une structure qui existe. Dans un pays où on adore rajouter des structures, je pense qu'il faudrait d'abord utiliser celles qui sont là et qui ont prouvé leur bon fonctionnement. Et peut-être que le législateur devrait se pencher sur une incitation, alors fiscale, juridique, je ne sais pas, pour permettre au centre d'appréhender toute cette population qui échappe au contrôle. Écoutez, vous êtes dans l'avenir. Vous êtes dans l'avenir. Alors, je ne sais pas s'il convient de demander s'il y avait des questions, mais sinon, regardant l'heure, j'ai l'impression que nous sommes tenus par un horaire rigoureux, dans le sens où il y a tout à l'heure des bénéficiaires de prix et qui sont très attentifs à ce qu'on respecte les horaires. Si on veut peut-être donner une conclusion que je me permettrai, peut-être, c'est d'une part, j'ai cru comprendre que les centres étaient un outil de sécurité fiscale, tant du point de vue de l'administration que du point de vue des adhérents. J'ai cru comprendre que les experts comptables et les centres de gestion collaboraient parfaitement dans l'intérêt commun, c'est-à-dire une meilleure connaissance de l'assiette fiscale et une meilleure sécurité des clients pour les experts comptables et des adhérents pour les centres. J'ai cru comprendre que la fédération et la tutelle travaillaient en bonne intelligence pour qu'il n'y ait pas d'obligations excessives, mais qu'en même temps, il y ait une garantie de la fiabilité des documents fiscaux déposés. Et donc, on est presque en train de se demander avec Hervé Fauché si ça ne ressemble pas à une sorte de modèle qui pourrait consister à avoir un organisme qui soit une intermédiation entre le contribuable et l'administration pour faire ce tri entre et cette complément d'information et de sécurité entre le contribuable et l'administration. Alors, il y a deux aspects, me semble-t-il. Il y a l'aspect que vous avez rappelé, c'est-à-dire tous ceux qui sont en deçà des chiffres qui leur permettent d'être dans des régimes, on va dire, sans vraiment de déclaration d'amont à des tiers. Ça, c'est le constat. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres activités qui sont des sociétés, qui sont des entreprises, PME, qui n'ont pas, contrairement à ce que vous dites, cher monsieur, qui n'ont pas toujours de commissaire aux comptes,
qui ont toujours des experts comptables, pas toujours, puisque les très grandes n'en ont pas. Donc il y a quand même là toute une réflexion qui pourrait, pour l'avenir, si on était convaincu de l'intérêt de ces centres et de leur rapport à une bonne connaissance de la matière fiscale, de s'interroger si on peut le développer sur une crête de plus grandes entreprises et sur les plus petites. Au fond, c'est un laboratoire qui a maintenant 40 ans d'activité, qui a subi des évolutions, quand même, quand on la regarde pratiquement toutes dans le même sens, c'est-à-dire une meilleure connaissance des résultats, et même aujourd'hui de la TVA, donc on voit bien qu'on ne peut pas a priori considérer que c'était négatif, c'est plutôt le contraire qui me vient à l'esprit. Voilà ce que je pense, mais Philippe, qui est le premier vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, a sans doute des précisions à apporter, et je lui passe volontiers la parole pour conclure. En termes de conclusion, et pour reprendre ce que tu dis, le modèle est satisfaisant, on l'a entendu, l'État est satisfait, les entreprises sont satisfaites, les experts comptables sont satisfaits, les centres de gestion, évidemment, donc tout le monde est satisfait. Donc le modèle a fait ses preuves. Maintenant, soyons attentifs à ce qu'il perdure. Et soyons attentifs aux nouveautés, soyons attentifs aux mesures qui pourraient arriver, qui incidemment pourraient avoir des répercussions et remettre en cause ce modèle. Et nous sommes tous très attentifs. Et nous participons, nous contribuons à la réflexion et à l'élaboration des nouveaux projets. Donc juste pour conclure, et sur l'avenir à très court terme, il y a un sujet sur la table aujourd'hui qui est celui du statut de chef d'entreprise. Nous y participons, nous y contribuons, que ce soit la FCGA ou le Conseil de l'Ordre. Une mission a été confiée au député Grand-Guillaume. Nous sommes autour de la table, nous surveillons, mais nous apportons nos idées aussi. Le député a montré une ouverture d'esprit et une écoute, ce qui est très satisfaisant, et donc il nous laisse quand même compter sur un rapport qui sera intéressant et qui sera utile. Il est évident que le statut de chef d'entreprise aujourd'hui mérite d'être revu dans ce pays. Il est évident qu'il faut avoir des propositions à faire qui soient de nature à encourager à la création d'entreprises et à attirer, parce que on peut le dire entre nous, c'est comme le contraire. Aujourd'hui, il y a un dispositif tel qui est plutôt décourageant. Donc il y a cette volonté de la part du gouvernement de créer un dynamisme création d'entreprise, et nous y participons. Et dans les propositions que nous faisons, et là je témoigne en tant que membre du Conseil de l'Ordre, nous sommes attentifs à ce que les centres de gestion aient leur rôle à jouer. Dans les mesures qui vont être prises, soyons attentifs à ne pas oublier l'intérêt de cette dualité que l'on a évoquée pendant toute la table ronde, et que les centres de gestion aient leur rôle à jouer auprès des chefs d'entreprise. On parle de l'entreprise individuelle, évidemment, et tout ça pour dire que le modèle a fait ses preuves, mais soyons attentifs, il faut qu'il puisse perdurer. Et peut-être aussi, je voudrais rajouter, Jean-Pierre, nous n'avons pas eu encore les conclusions de l'audit de la Cour des comptes. Béchir, mi-décembre, on devrait avoir un premier jet, certes contradictoire, et on est tous en attente. La DGFiP, Madame Mangas, Oui. donc vous êtes questionnés oui. encore plus largement que nous. Voilà, je pense qu'on a tous été questionnés, beaucoup de questions. Et comme toujours, vous savez, quand la Cour des comptes s'intéresse à un sujet, elle fera des préconisations. Voilà. Et donc nous serons attentifs à ces préconisations. Voilà, puisque nous, généralement, nous les mettons en œuvre. Voilà, donc on va attendre, on est tous sereins, je pense, on attend sereinement ce rapport dans quelques semaines, sans doute au début de l'année, et puis on verra ce qu'il en sort. Jean-Pierre, si je puis me permettre une petite boutade, tu nous as dit hier que tu avais été le premier président de la Cour des comptes. Non. Si j'avais été. Bon, voilà, peut-être que... Christiane ne comprend pas que j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Mais Philippe l'avait bien compris. Et que je suis juste conseiller maître honoraire de la Cour des comptes, Christiane. Mais que j'ai été longtemps secrétaire général du Conseil des impôts et du Conseil des prélèvements obligatoires. Je me suis beaucoup intéressé à la question des centres de gestion dans le passé, et au cours de 2 rapports au moins, nous avions pris à l'époque, le Conseil des impôts, des positions à peu près dans l'état d'esprit de celui que j'ai entendu sur cette table ronde. Voilà tout ce que je puis dire sur cette question finale.
On est optimiste, hein. Voilà. Oui. Merci à tous de nous avoir écoutés et donc je vous invite maintenant à passer sur les stands de nos partenaires et ensuite priorité aux ailes. Et avant de donc terminer cette séance, je voulais honorer Madame Christine Mangas, qui a été promue chevalier de l'Ordre du Mérite. Et à cette occasion, Christine, voilà, on tient absolument à vous féliciter. Allez,